Et bienvenue à tous pour le premier épisode de Quad 9 sur la résine de l'année. Et on va commencer aujourd'hui par vous résumer la première étape de Coupe du Monde de bloc du circuit qui se déroulait dans la ville de Hachioji au Japon. Une première étape avec de l'enjeu puisque, rappelons-le, outre le classement général, cette année, les points glanés en Coupe du Monde compteront pour la sélection des Jeux Olympiques 2024. Alors évidemment, on comptait tout de même quelques absents, avec en tête de liste la Slovène Janja Garnbret, encore blessée à l'orteil et qui a choisi de repousser son entrée en lice à l'étape de Prague début juin. Chez les hommes, quelques cadors étaient aussi absents, comme l'inévitable Adam Ondra, simplement occupé par d'autres projets. Chez les femmes, en l'absence de Janja Garnbret, on ne va pas se le cacher, c'est le bordel. D'abord, on ne retrouve aucune française en finale après une hécatombe lors des qualifications et la sortie de route prématurée d'Oriane Berton ou Fanny Gibert, tandis que la seule qualifiée Selma Eladj Mimoun n'aura pu faire mieux qu'une 17e place en demi. On notera aussi l'absence de l'américaine Natalia Grossman qui, après 6 mois de galère due à une intoxication alimentaire, ne pourra faire mieux qu'une 8e place. Mais s'il y a des absentes, c'est que l'on compte aussi des surprises. D'abord la chinoise de 17 ans Zilu Luo qui avait déjà commencé à montrer le bout de son nez en 2022, mais surtout Hanon Matsufuji. La japonaise de 19 ans a surpris tout son monde en se classant première des qualifications après avoir flashé tous les blocs, mais en terminant aussi 4e des demi-finales. À côté, on retrouve évidemment l'américaine Brooke Raboutou et l'allemande Anna Meul qui, en l'absence des grandes favorites, devront assumer leur statut d'outsider. Et enfin, pour clôturer cette starting list, on retrouve aussi la Slovène Mia Krumple et l'Israélienne Ayala Kerem. Le premier bloc annonce la couleur de la compétition, un bloc en 2 parties avec d'abord un départ dynamique pour aller chercher un petit bac main droite, derrière une petite transition pour arriver sur la grosse difficulté du bloc, un avant-dernier macro sphérique très plat et très déversant à compresser pour aller chercher le top, un mouvement très physique. Un premier bloc qui va remettre tout le monde d'accord sur la hiérarchie avec seulement 2 grimpeuses qui en viendront à bout et tout simplement nos 2 habitués. Les premiers passages sont poussifs et voient Mia Krumple échouer sans même réussir le premier mouvement, tandis que si Ayala Kerem et Hanon Matsufuji le réussiront sans trop d'encombre, elles échoueront sur l'avant-dernier mouvement. Derrière, Brooke Raboutou enchaînera le bloc dès son 2e essai avec une insolente facilité, insolente mais pas autant qu'Anna Meul qui réussira à le topper dès son premier essai, nous faisant comprendre que cette finale sera bien un duel entre les 2 grimpeuses. Le bloc numéro 2 lui continuera sur les mêmes bases que le bloc numéro 1 avec 2 parties encore plus distinctes, un départ avec un gros swing pour rejoindre la zone puis un énorme jeté multiple pour accrocher le top. Et tandis que Mia Krumple décrochera définitivement avec un nouveau 0 pointé, visiblement pas adepte de ses départs dynamiques, la japonaise Hanon sera elle tout proche d'enchaîner le jeté final après avoir réussi le départ grâce à une technique de prise d'élan dos au bloc, une technique que reprendra l'américaine Brooke Raboutou qui réussira le premier move avec une grande facilité là encore. L'américaine semble ensuite s'approcher un peu plus du top à chaque essai mais manquera simplement d'un peu de temps. L'allemande Anna Meul a alors une fenêtre de tir pour prendre de l'avance dans cette finale, mais elle ne saura faire mieux. L'allemande paraîtra d'ailleurs beaucoup plus loin de parvenir à ses fins, mais reste devant grâce à son nombre d'essais de top sur le premier bloc. Le bloc 3, lui, sera le bloc dalle de cette finale, avec un petit départ dynamique pour venir se positionner. S'ensuit une petite traversée assez difficile pour aller prendre la zone et se retrouver en bonne position pour se relever sur le top à l'aide de modules circulaires. A noter là encore le calvaire de la Slovène Mia Krumple qui rentrera probablement dans le collectif stop au départ dynamique juste après la compétition, mais qui réussit tout de même à accrocher la zone à 5 secondes de la fin pour sauver sa compétition. Derrière, le scénario reste le même et la première grimpeuse à enchaîner le bloc n'est autre que Brooke Raboutou qui peut se mettre à rêver d'une première médaille d'or en Coupe du Monde. Après une zone de la chinoise Zilu Luo qui conserve tout le suspense pour la 3e place, c'est à Anna Meul de venir défendre ses chances de titre, mais l'allemande semble complètement s'effondrer sur ce tracé et si elle valide la zone, elle paraîtra très loin du top. On entame donc le dernier tracé de cette finale avec une série de plats avant de dynamiser pour aller chercher loin sur cette grosse prise de zone, un mouvement qui s'avérera particulièrement difficile et comme pour les autres blocs on observe 2 catégories. D'un côté, aucune des compétitrices en course pour la 3e place ne réussit à accrocher cette fameuse zone et c'est donc Hanon Matsufuji qui montera sur la dernière marche du podium suite au nombre d'essais de zone sur les blocs précédents. Puis arrive Brooke Raboutou sur son premier essai, l'américaine bute comme tout le monde en allant chercher la prise sur le dernier plat bloqué par sa propre contrepointe, mais à l'inverse des autres finalistes, Brooke a de l'expérience et dès son 2e essai, elle parvient à rallier la zone. La suite du bloc sera une formalité et l'américaine s'assure la première médaille d'or de sa carrière en senior. On clôture la compétition avec un passage pour du beurre pour Anna Meul qui ne réussira pas non plus à accrocher la zone.
Voilà donc le classement général de cette première étape de Coupe du Monde féminine de l'année, un semblant de duel sur le premier bloc, puis une finale à sens unique, et Brooke Raboutou remporte sa première victoire en Coupe du Monde chez les seniors, elle qui tournait autour depuis maintenant 2 ans. Derrière, Anna Meul enchaîne les podiums et reste comme une solide outsider à surveiller pour la suite de la saison. Avec le même parcours, Anon Matsufuji, Ayala Kerem et Zilu Luo envoient de beaux signaux pour la suite, malgré des blocs de finale qui semblaient encore un peu au-dessus de leur niveau. Et derrière, on retrouve la Slovène Mia Krampel qui termine le classement après une compétition ratée. Chez les hommes, après la déception féminine, l'heure était à l'espoir pour les Français avec pas moins de 2 représentants en finale, et comme au bon souvenir de l'année dernière, il s'agissait de nos 2 jeunes prodiges Paul Jenst et Mejdi Schalk. Avec eux, on retrouve d'abord un revenant, le coréen Jung Won-chun, toujours à la recherche de ses meilleurs résultats pré-Covid, mais aussi un habitué, le japonais Kokoro Fuji. Enfin, ce sont 2 nouvelles têtes qui ferment la marche avec le belge Hannes van Duysen, 18 ans, champion du monde junior de la discipline l'année dernière, et Sorato Enraku, un japonais de tout juste 16 ans, prodige du pays, double champion du monde mais cadet en diff et vice-champion du monde cadet donc en bloc. Et la compétition commence avec un départ en compression sur un gros module rose très déversant, puis un jeté sur la zone, un cratère à l'allure ma foi pas folichonne. Pour continuer, il faut ensuite relancer sur des prises diagonales noires avant d'aller chercher le top. Un départ qui s'avère d'entrée corsé pour Kokoro Fuji, Hannes van Duysen ou Jung Won-chun. Avec des techniques différentes, les 3 finalistes réussiront le premier mouvement, mais chacun à quelques secondes de la fin du temps réglementaire, ne pouvant s'essayer à la deuxième partie. Derrière, notre français Mejdi Schalk réalise le départ avec beaucoup plus de facilité et il lui reste alors du temps pour viser le top. Mejdi bute quelques fois sur le mouvement suivant et alors qu'il reste pas moins de 20 secondes au compteur, il réussit à tenir le ballon. À 15 secondes, la prise de top semble néanmoins encore loin et pourtant Mejdi nous sort un mouvement exceptionnel dès le premier coup pour atterrir sur le top. Il sera d'ailleurs le seul finaliste à sortir le bloc. Derrière, Sorato Enraku impressionne en réussissant le départ à son premier essai, mais butera ferme sur le deuxième mouvement, un peu à l'image de Paul, notre deuxième tricolore, qui semblera encore plus près du top sur son deuxième essai, mais sans réussite. Le deuxième bloc était le bloc attendu de cette finale, une dalle a priori classique mais avec des nouvelles prises qui auront beaucoup fait parler d'elle en amont, des nouveaux modules circulaires en bitexture avec un design censé camoufler la limite entre les parties glissantes et adhérentes, un design déjà pas forcément apprécié par tous, mais surtout avec une polémique d'équité, les prises en question étant a priori disponibles au Japon depuis plusieurs semaines contrairement aux autres pays. Alors en direct concernant le design, on remarque tout de même assez rapidement que la différence entre les zones adhérentes et glissantes semble tout de même bien définie et bien visible, ce qui ne semble d'ailleurs pas poser tant de problèmes aux athlètes. Et concernant l'équité, pas de polémique outre mesure non plus, puisque les 2 japonais en lice ne parviendront pas à sortir le bloc, malgré 2 essais très proches de Sorato Enraku. Même son de cloche pour le sud-coréen Jung Won-chun, et ce sera finalement le jeune belge Hannes van Duysen qui sera le premier à topper le bloc sur son deuxième essai, menaçant au passage la première place de Mejdi. Derrière, notre français se précipite un peu sur son premier passage, tentant un jeté direct sur le bloc. La dalle n'est clairement pas son fort, on le sent, et pourtant, Mejdi réussira à topper le bloc sur son tout dernier essai. Et pour clôturer ce tracé, quoi de mieux qu'une fête franco-française? Si Paul James semble balbutier sa grimpe sur ses premiers essais, il mettra tout le monde d'accord quelques secondes plus tard avec un run terminé par un mouvement digne des plus grands mammifères marins de notre époque et ainsi garder sa 3ème place. Sur le bloc numéro 3, on commence avec un départ facile, de quoi se mettre en position pour la véritable difficulté du bloc, un énorme skate jusqu'au top final, entendez un mouvement de pas chassé sur volume après une prise d'élan. Et une nouvelle fois, pas de réussite pour Kokoro Fuji, imité par le belge Hannes van Duysen pour le plus grand plaisir de nous autres supporters français. Mejdi a donc l'occasion avec ce bloc de quasiment tuer tout suspense dans cette finale. Le français commence cependant de la moins bonne des manières, passant presque la moitié du temps sur les départs, finalement pas si anodin. Arrivé au skate, il choisit de skipper l'avant-dernière prise en visant directement le top. Il chute, le temps s'égrène et le français passe alors à quelques millimètres de sortir le bloc sur son tout dernier essai. Manqué, le français devra encore s'employer sur le 4ème tracé pour valider sa victoire et donne même une chance à son compatriote, Paul, de le rattraper. Un appel que veut saisir notre deuxième français qui, après un départ facile pour lui, tentera de chanter le skate grâce à son allonge, mais rattrapé par la réalité de l'ouverture, il changera ensuite de technique, sans plus de réussite.
Au moment de dévoiler le bloc numéro 4, c'est donc un statu quo au classement, Mehdi est lui assuré de finir sur le podium, mais pour la gagne, il lui faut encore faire mieux que le Belge et que Paul. Paul lui doit toper le bloc pour s'assurer le podium et peut encore dépasser Hannes et Mehdi en cas de contre-performance de ces derniers. Un quatrième bloc très technique avec un départ complètement inhabituel dans un dièdre, et devant ces tracés les finalistes restent perplexes. Après un nouveau blocage de Kokoro Fuji, nos yeux de supporters français se tournent instantanément sur la performance d'Hannes van Duysen. Le Belge est le seul à pouvoir empêcher un carton français ce soir, mais comme Kokoro, il n'arrivera même pas à atteindre la zone de ce bloc. La victoire française est donc assurée et la seule question qui persiste est pour qui. Mehdi sera le premier à s'élancer, mais au fil des essais, on comprend que ce bloc ne lui laissera pas sa chance. Comme tous les autres compétiteurs, il ne comprend pas la logique du premier mouvement et tente quelques jetés désespérés. Pas plus d'avancée pour Sorato Enraku ou Jong Won-chun, mais nos regards sont ailleurs. Pour venir à bout de ce bloc, il ne reste plus que la taille de Paul Jemft. Le géant français se bat presque 2 minutes sur son premier essai. Il repart alors sur le bloc, multipliant les essais et les chutes. Paul se bat alors jusqu'au bout, semble comprendre le mouvement imaginé par les ouvreurs. Mais trop tard, le temps s'égrène et lui aussi doit abdiquer. Un dernier bloc avec un potentiel sans doute intéressant, mais qui clôturera cette compétition avec une impuissance collective qui ne viendra néanmoins pas entacher la performance exceptionnelle de nos Français. Mehdi remporte la deuxième étape de Coupe du Monde de sa carrière et se place déjà parmi les grands de la discipline. Le Belge Hannes van Duysen décroche une première médaille dans sa carrière internationale senior et Paul Jemft entérine un doublé français sur le podium avec une belle troisième place, son plus haut classement en Coupe du Monde. Derrière, déception pour les Japonais qui à domicile terminent 4e et 5e de la finale, tandis que le Sud-Coréen Jong Won-chun ferme la marche. Une compétition qui nous fait donc espérer le meilleur pour la suite, avec une seule question: sommes-nous en mesure d'attendre une domination française en bloc cette année? Eh bien nous leur répondrons, faites-nous rêver jeunesse.